Bienvenue à tous. Ah, je vois des visages familiers. Merci de revenir chaque semaine. Et je vois aussi des nouvelles têtes. Top, merci. Ça fait chaud au cœur de voir qu'on est un peu plus nombreux chaque semaine. Tout va bien pour vous? On y va? Aujourd'hui, on va parler d'identification. Qu'est-ce que c'est que ce machin-là? Eh bien, l'identification, c'est ce qui nous conduit à imaginer être ce que l'on n'est pas et à ne pas savoir qui on est. Et ça, vous imaginez bien que ça va nous parler de souffrance. Parce que être bien, ça commence par se débarrasser des souffrances. C'est pour ça qu'assez régulièrement, je parle de souffrances et de comment les identifier, les traquer et comment s'en séparer. Savoir qui on est, vaste sujet. On va commencer par regarder ce qu'on n'est pas, par comprendre ce qu'on n'est pas. D'où le sujet, la désidentification. Parce qu'on est attaché à étiqueter, à catégoriser. C'est comme ça que le cerveau fonctionne. Par comparaison, par analogie, par déduction. Et puis, pouvoir se comparer, c'est rassurant. Ça donne le sentiment d'exister, d'appartenir. Et puis faire des généralités, par l'étiquetage par exemple, eh bien, ça permet un confort de la pensée. Ça aussi, c'est rassurant. Mais c'est complètement illusoire. Puisque la comparaison, elle est nécessairement subjective et partielle. S'identifier, ça nous donne aussi le sentiment d'exister. Et ça nous permet de compenser la peur de la mort. En revanche, ça génère une réelle incapacité à ressentir ce que l'on est. On a besoin de tout conceptualiser, et donc de conceptualiser qui on est. Vous devez connaître la maxime « je pense, donc je suis ». Ouais, si on la prend littéralement, au pied de la lettre, un animal, un végétal, un minéral, est-ce que ça a vraiment besoin de penser pour être? Ou est-ce que ça a besoin que je les pense pour qu'ils soient? Je vous laisse deviner la réponse. Mais peut-être que l'existence n'a pas besoin d'être conceptualisée pour être. Alors, quelles sont les identifications habituelles? Celles que l'on fait tous, sans s'en rendre compte, et qui pourtant ont un rôle sur notre comportement, un impact, et qui peuvent même voir générer des limitations ou de la souffrance. Commençons par le nom et le prénom, c'est le plus simple. Le prénom Benjamin m'a été confié. Est-ce que je suis Benjamin? Est-ce que je m'appelle Benjamin? Est-ce qu'en disant Benjamin, ça résume complètement qui je suis? Est-ce que ça permet de connaître mes goûts, mes préférences, ma taille, ma couleur de cheveux? En fait, le nom et le prénom, c'est complètement abstrait. Et puis c'est hérité. Et ça permet en aucun cas de décrire complètement une personne. S'identifier à un nom et un prénom, c'est donc illusoire. Si je me dis « je suis Benjamin », je passe complètement à côté de qui je suis, puisqu'avec le seul prénom Benjamin, ça dit pas grand-chose de moi. Quant au nom de famille, c'est encore pire. Je m'identifie à une lignée. J'hérite d'un truc dont je suis absolument pas responsable. Et puis ça peut aussi créer de la souffrance. Chez les Duchemol, on fait comme si. Donc je suis né Duchemol et je dois faire comme ça. C'est pas impossible que ça crée quelques tensions, ça. On s'identifie aussi beaucoup à notre corps, au corps. On aime bien être bronzé, on aime bien être maquillé, tatoué. Tout ça, c'est des vrais signes d'identification au corps. Alors nous sommes un corps, mais ne sommes-nous que le corps? Et puis, quelle partie du corps? Quel membre? Est-ce que je suis mon petit orteil? Est-ce que je suis le coude gauche? Est-ce que je suis les narines? Est-ce que je suis la somme de tout ça?
Est-ce que je suis la peau, les tissus? Est-ce que je suis un membre, un organe? Est-ce que je suis la somme des cellules qui me constituent ou la somme des organites qui constituent mes cellules? Ou est-ce que je suis les molécules qui constituent ces organites? Difficile à dire. Est-ce que quand je parle du corps, j'ai conscience de tout ça? Non, généralement, je me limite à quelques aspects superficiels. J'aime bien mon ventre, j'aime bien mes yeux, donc je m'identifie à mon ventre et à mes yeux. J'aime bien ma malléole gauche. Voilà, ça n'a pas de sens de s'identifier au corps. Et puis évidemment, ça va créer de la souffrance, confère la loi de l'impermanence. Le corps va changer, va vieillir. Si je m'identifie à mon ventre, au ventre, c'est pas impossible qu'au bout de quelques années, avec une bedaine qui dépasse du pantalon, je me sente pas très bien dans ma peau, parce que je m'identifie à cette bedaine. L'identification au corps, ça va donc créer de la souffrance. Et c'est complètement illusoire. Souvent, on s'identifie aussi au mental. Mais alors, pareil, quelle partie du mental suis-je? Est-ce que je suis la partie qui est forte en maths? Est-ce que je suis la partie qui n'a pas le sens de l'orientation? Est-ce que je suis la partie qui passe son temps à juger? Est-ce que je suis toutes ces parties? Et en même temps, je viens de dire aussi que j'ai un corps. Alors, est-ce que je suis la somme du corps et du mental? Ou en tout cas la somme de ce que je préfère dans le corps et dans le mental, en essayant de cacher ce que j'aime pas? On s'identifie aussi souvent aux émotions. Alors là, l'identification, elle est différente. Par exemple, on dit « je suis triste ». Je suis triste. C'est pas du tout la même chose de dire « je ressens de la tristesse ». Quand je dis « je suis triste », ça veut dire que je suis que ça. Je suis triste. Je me définis, je m'identifie à la tristesse que je ressens. Et je ne suis plus que ça. Ça paraît anodin, mais la parole étant créatrice, en se répétant des choses comme ça, en les pensant et en les disant à haute voix, on crée une réalité. Et effectivement, on devient tristesse. Et cette formulation, je suis triste, ça va aussi entraîner une forme de victimisation. En m'identifiant à l'émotion, je deviens victime de l'émotion. Si je dis en revanche, je ressens de la tristesse, je ne suis plus esclave de cette émotion. J'observe qu'il y a une émotion, mais je ne suis pas cette émotion. On s'identifie aussi beaucoup à notre éducation. Ce qu'on a appris, le modèle parental. Ouais, c'est facile, mais c'est hyper limitant et déresponsabilisant. Je ne suis pas que ce que j'ai appris, et je ne suis pas la continuité du modèle parental ou familial. Ou en tout cas, je ne suis pas que ça. J'ai le droit d'exister, d'avoir ma propre expérience, de dépasser ce que j'ai appris lors de l'éducation, de sortir du modèle parental. Si par exemple dans le modèle familial, il a été dit « il faut être fort dans la vie », eh bien je vais tout faire pour être fort. Mais est-ce que je suis que ça? Je suis fort? Là aussi, ça va avoir du mal à me résumer. Et puis ça met une sacrée pression. Bref, je m'impose de coller à un modèle qui n'est pas le mien. Et je m'identifie à ce modèle. Je suis fort. On s'identifie aussi souvent à la personnalité qu'on a construite. Je suis comme ci, comme ça, j'aime ci, j'aime ça, je préfère ça. Alors déjà, ça me parle de limitation, ça. Je me cantonne à être ce que je pense être. Et en plus, ce que je pense être, la plupart du temps, ça a été construit sur du traumatisme, sur des blessures pas guéries. Ça a été aussi construit sur des peurs, sur des illusions, même peut-être sur des aspirations qui étaient elles-mêmes illusoires. C'est pas une vraie personnalité, tout ça. C'est juste une construction abstraite, et tellement impermanente, et tellement fragile. Alors on s'y accroche, on s'y identifie. Ça aussi, ça va créer quelques tensions. Et en faisant ça, on s'enferme dans un rôle, en s'identifiant à quelque chose que l'on croit être. Et en s'identifiant, et en s'enfermant dans le rôle,
on en devient presque caricatural, et on se prive de la liberté de vivre autre chose, quelque chose qui soit en dehors de notre prisme de compréhension. C'est vraiment une limitation. On se laisse même pas la chance d'essayer d'être autre chose que ce que l'on croit être. Et ça, à nouveau, ça va créer de la souffrance. Parce qu'on croit être quelque chose que l'on n'est pas, et on ne sait pas qui on est. Dans le même registre, on s'identifie aussi souvent aux opinions. Opinions politiques, religieuses, nos préférences, nos goûts. Bon, ça aussi, ça nous parle d'illusion. On a des opinions qui sont faites sur des sujets que l'on connaît que partiellement, que l'on ne connaît jamais totalement. C'est complètement illusoire. Puis on a des opinions qui vont être soumises à l'impermanence. Parce que les sujets mêmes de nos opinions sont soumis à l'impermanence. Et puis la plupart de nos opinions, en fait, elles viennent de peur, de jugement. Est-ce qu'on a vraiment envie de s'identifier à ces peurs et à ces jugements qui n'ont aucune valeur? Et puis les opinions, ça parle aussi un petit peu d'ego. Je regarde le monde depuis mon point de vue. Je crois que ce point de vue a une valeur. Je crois même que ce point de vue est le seul qui ait de la valeur. Ou c'est celui qui a le plus de valeur. Ça permet à l'ego de croire qu'il existe. Et dès qu'il va y avoir confrontation d'opinions, il va y avoir souffrance, puisqu'il y a autant d'opinions qu'il y a d'individus. Parfois ça va me rassurer, parce que je vais trouver des opinions similaires aux miennes, mais ça crée aussi souvent de la division. On s'identifie aussi aux croyances sur soi par exemple. Je suis cartésien, je suis chrétien. C'est hyper limitant. Je ne suis donc que cartésien et chrétien. Je ne suis que ça, c'est ça que je suis. Et puis, quand je dis je suis cartésien, il y a probablement 1 milliard de façons différentes d'être cartésien. Si je dis je suis chrétien, il y a probablement 4 milliards de façons différentes d'être chrétien. Donc ça dit rien. C'est complètement illusoire. Quand je dis je suis cartésien, ça étiquette, c'est confortable, mais ça ne me décrit en rien. Ça ne correspond en rien à la réalité de qui je suis. Et de la même façon, on a des croyances sur le monde, qui sont tout aussi illusoires et basées sur l'ignorance, parce qu'on sait quand même pas grand-chose finalement. On croit savoir plein de trucs, mais si on regarde le monde en général, on sait vraiment pas grand-chose. On s'identifie aussi beaucoup à notre histoire personnelle. On croit que l'on est notre histoire personnelle. Mon mari est mort, mon père était violent, j'ai eu un grave accident. Et on devient que ça, parce qu'on s'y identifie, parce qu'on se le répète, parce qu'on le fait revenir à notre mémoire, parce qu'on en parle. C'est un comportement de victime, ça, c'est de la victimisation. Je suis comme ça parce que mon père était violent. C'est-à-dire que je ne suis pas libre d'être qui je suis, je m'identifie à un truc que j'ai vécu à un moment. Et je reste dans ce truc plutôt que de le dépasser. C'est un comportement de victime. Alors attention, là, il n'y a pas de jugement, on le fait tous. Mais c'est quand même chouette d'en être conscient. En être conscient, ça va permettre de passer à autre chose. Et de ne plus être le fils d'un père violent, la femme d'un mari décédé, ou la victime d'un accident qu'on a eu des années auparavant. C'est aussi une forme de déresponsabilisation. On ne prend pas la responsabilité d'être qui on est. On est de façon relative à un événement ou à une personne. C'est hyper limitant. Et puis c'est s'enfermer dans une forme de souffrance. Ça parle aussi de fatalisme. On pense que l'on est conditionné par l'histoire personnelle. Sauf que l'histoire personnelle, elle n'existe pas. Elle a existé. Elle peut laisser des séquelles, elle peut laisser des traces. Mais c'est quand même du passé, l'histoire personnelle. S'enfermer dans l'histoire personnelle, c'est se priver de la liberté de vivre autre chose, tout simplement. Et on fait la même chose avec la maladie. On s'identifie à la maladie. J'ai un cancer, je suis 10. Cette identification fait qu'on se résume à un truc qu'on est en train de vivre.
Le cancer, par exemple, ou ce qu'on appelle les troubles 10. Il y en a tellement que je ne serais pas capable de les citer. Mais là, à nouveau, c'est de la victimisation. Je mets en avant quelque chose que je vis pour être reconnu, pour qu'on me plaigne, pour qu'on s'occupe de moi, pour qu'on m'aime. Tout ça, c'est des mauvaises stratégies. Mais on le fait souvent. Puis ça nous parle d'ego, ça aussi. En gros, la maladie nous donne de l'importance. Nos troubles, nos symptômes, nos handicaps nous donnent de l'importance. Enfin, c'est quand même terrible de s'identifier à une maladie. Je ne suis pas 10. Je ne suis pas le cancer que j'ai quand même. Je suis beaucoup plus que ça. Et je n'ai pas besoin de ça pour mériter de l'attention, de l'affection et de l'amour. On s'identifie évidemment aussi à la culture du pays dans lequel on est né, ou dans lequel on vit, à la tradition. Tout ça, c'est un truc hérité, ça nous appartient pas. Le patriotisme, par exemple, ça parle de se battre pour des valeurs liées à un pays, à un mode de pensée, valeurs qu'on a fait siennes, auxquelles on s'identifie, mais uniquement parce qu'on est né dans ce pays-là. Ça n'a donc aucun sens. Je suis né en France, donc je m'identifie à la culture et à la tradition française. Pourquoi ? Pourquoi ne pas m'identifier à la culture et à la tradition africaine ? Pourquoi m'identifier à une culture ou à une tradition ? Tout ça, ça ne nous concerne pas, sauf si on y donne notre accord. Et pourtant, on s'y identifie. On croit que ça fait partie de nous. On s'identifie aussi beaucoup au métier qu'on exerce. Je suis boulanger, je suis plombier, je suis directeur d'agence, agent immobilier. On utilise le terme « je suis ». Quand on dit « je suis », c'est de l'identification. Bon. Mais je suis vraiment que ça ? Quand je dis « je suis agent immobilier », ça permet de me définir complètement ? Je suis agent immobilier, ça dit rien d'autre que je vends des maisons. Donc je ne suis pas agent immobilier. J'exerce le métier d'agent immobilier. Parce que si je dis « je suis plombier », ça veut dire que le fait d'être plombier, ça définirait tout ce que je pense. Ça me définirait corporellement, mentalement, émotionnellement, plus toutes les autres choses auxquelles on s'identifie. Auquel cas, tous les plombiers seraient des clones. Ils ressembleraient tous à Mario Bros. Et puis quand on se définit par son métier, on est souvent amené à être une caricature de nous-mêmes. On devient une caricature en se comportant selon les codes du métier. Et puis ça nous parle aussi un petit peu d'ego. Si je dis je suis directeur d'agence, je me la pète un petit peu. Je suis créa dans une grande boîte de pub, je me la pète un petit peu quand même. Et il faut pas se tromper, tout ce qui met en valeur notre ego, c'est pour le rassurer, pour lui faire croire qu'il existe, et puis pour nous rassurer nous, sur notre peur de la mort. Bon, de la même façon, on s'identifie au rang social, aux revenus. Ça nous parle encore d'ego, puis de limitation. Je suis né dans un milieu ouvrier. Alors je suis une victime puisque je suis né dans un milieu ouvrier. Et puis ça me limite complètement. Ça limite mes comportements, mes modes de raisonnement à ceux du milieu ouvrier. Est-ce que je veux vraiment m'identifier à ça ? Est-ce que j'ai pas le droit d'être autre chose, de vivre autre chose ? Il y a un peu de fatalisme là-dedans quand même. On s'identifie aussi souvent à notre véhicule ou aux vêtements qu'on porte. Il n'y a qu'à voir comme on peut se mettre en colère quand il y a une rayure sur la belle carrosserie du véhicule, ou quand il y a un petit accrochage. Petit accrochage, ça n'a aucune importance. Mais on vit ça comme s'il s'agissait de nous-mêmes. C'est en ça que ça parle d'identification. De la même façon, on s'identifie aux vêtements qu'on porte. Cette identification, elle est facile à débusquer. Est-ce que vous vous sentez bien si vous portez des vêtements sales que vous n'aimez pas ? Et comment vous sentez-vous si vous portez des vêtements magnifiques, tout neufs, que vous adorez ? Dans les deux cas, vous vous sentez pareil ? Si la réponse est non, c'est qu'il y a identification aux vêtements que vous portez. Et ça, je trouve ça dur. Ça veut dire qu'on s'aime plus quand on a des jolis vêtements qui nous plaisent et qui sont tout neufs, que quand on a des vieux vêtements qui nous plaisent pas.
C'est un amour très conditionnel. Ça, je pense aussi que ça va créer un petit peu de souffrance. S'identifier aux vêtements, aux véhicules, ça nous parle aussi un petit peu d'ego. Ça nous dit que paraître dispense d'être. Quand on est en contact avec soi, quand on sait qui on est, le paraître n'a aucune importance, puisqu'on sait qui on est. On n'a pas besoin de le montrer, on le sait. On s'identifie aussi souvent par rapport à une tierce personne. Je suis le fils d'eux, le père d'eux, le mari d'eux, ou la femme d'eux. En gros, on n'a pas d'identité propre quand on s'identifie à une tierce personne. On existe par l'autre. Et est-ce que ça me définit d'être le fils d'eux? Est-ce que ça va dire qui je suis? Est-ce que c'est ça mon identité? Est-ce que c'est que ça mon identité? Moi, je trouve ça hyper limitant. Puis évidemment, ça va générer de la souffrance. Parce qu'il y a de l'impermanence dans tout ça. Je ne serai peut-être pas toujours le mari d'eux. Bon, voilà. La liste des choses auxquelles on s'identifie est encore longue. Mais je vais m'arrêter là. Est-ce que je suis une de ces identifications? Ou est-ce que je suis la somme de toutes ces identifications? 1 plus 1 égale 2. 1 plus 1, ça fait pas 1 plus 1. Donc, le tout est différent de la somme des parties. Le tout, qui je suis, est différent de la somme des parties. Je vais avoir du mal à me résumer en décrivant mon plasma sanguin, mon arrangement cellulaire, la couleur de la peau, la couleur des yeux, la taille, le poids, mes préférences, les goûts, mon rang social, le métier, la moto que je conduis, les vêtements que je porte. Tout ça, c'est pas qui je suis. C'est une description peut-être d'une partie de qui je suis. Mais s'identifier à une partie ou à plusieurs parties, c'est quand même être à côté de la réalité complète. Et puis si je vais un peu plus loin, en fait, je suis rien de tout ça. Je ne suis pas la somme des parties, je suis autre chose. Nous sommes tous autre chose que la somme des parties dont nous sommes constitués. Alors évidemment, l'identification, ça nourrit des besoins. Besoin d'estime de soi, de reconnaissance, d'appartenance communautaire. Mais tout ça, c'est une mauvaise stratégie pour nourrir ces besoins. L'identification, c'est une mauvaise stratégie pour nourrir le besoin de reconnaissance ou d'estime de soi. Ça marche tellement mieux quand on est soi, quand on sait qui on est et que l'on est qui on est. Donc on a vu que l'identification, ça engendrait de nombreux problèmes, de nombreuses conséquences indésirables. La victimisation, par exemple, et la déresponsabilisation. Puis ça crée de la séparation, qui est basée sur des différences apparentes seulement. Alors l'identification, ça peut créer des rassemblements communautaires. Mais là aussi, il va y avoir de la séparation entre les différentes communautés. On a vu que l'identification, ça renforçait l'ego. Et là, à nouveau, ça va créer de la séparation. Et de la séparation avec moi-même, car je ne suis pas l'ego. On a vu que l'identification, ça parlait beaucoup d'illusion. Je ne suis pas le pied droit ou le coude gauche. Évidemment, l'identification conduit à la souffrance, ne serait-ce que parce qu'on s'identifie à des choses impermanentes et dont on ne connaît pas grand-chose, dont on ne connaît pas la complexité. Puis l'identification, ça limite vraiment le champ des possibles. Je suis ça, donc je peux faire ça. Ou ça. Mais je ne peux pas faire ça. Dommage. En fait, c'est une existence où on n'existe qu'au travers d'étiquettes que l'on s'est appropriées ou que l'on s'est créées. Ça parle pas du tout d'authenticité. Et l'authenticité, c'est la transparence à l'être essentiel. C'est donc aussi une limitation de la perception de moi-même. Je ne perçois que des parties, jamais le tout. Et je ne perçois que ce qui est visible, pas ce qui est un peu plus caché. En gros, je ne perçois pas l'intégralité de ce que je suis. L'identification, ça nous parle aussi d'avidité. Il me faut plus pour être plus.
Ça, c'est une course folle et sans fin, et désespérée. Ça engendrera nécessairement de la souffrance, parce que toujours plus, c'est illusoire. En gros, l'identification, ça nous coupe complètement de qui on est et d'une perception de la vie qui est infiniment plus riche que celle à laquelle on s'identifie. Les concepts auxquels on s'identifie sont tellement limités par rapport à la complexité, à la beauté de ce que l'on peut vivre. Et puis toute cette identification, elle disparaîtra avec le corps, alors que nous allons continuer l'existence. Donc en fait, l'identification, ça nous parle essentiellement de notre peur de la mort. On s'identifie à des choses temporelles, matérielles, que l'on peut percevoir facilement, et ça nous rassure. Ça compense la peur de la mort. Alors que vivre en transparence avec l'être essentiel nous débarrasserait complètement de la peur de la mort. Donc pourquoi procéder à la désidentification? Pourquoi cesser de s'identifier à des choses que nous ne sommes pas? Eh bien tout simplement parce que c'est nécessaire et que ça permet l'ouverture et la transparence à l'être essentiel. L'être essentiel a besoin de place pour s'exprimer, pour se manifester. Si cette place est encombrée par un paquet d'illusions et d'identifications, il n'a pas la place d'émerger. Si je pense que je suis corps, mental, émotion, préférence, goût, vêtements ou autre, il n'y a pas la place pour exprimer qui je suis réellement. D'où le besoin, la nécessité, si on la ressent, si on en ressent l'appel, de se désidentifier de tout ça. Essayez, dans un moment de calme, vous vous posez 5 minutes, et puis vous vous dites « je suis », 3 petits points, ce que vous voulez. Je suis archer, gentil, père, et observez ce que vous ressentez. Laissez passer un petit moment, et puis réessayez en disant juste « je suis ». Et observez ce que vous ressentez. Je ne doute pas un seul instant que les ressentis seront très différents. L'invitation du jour, ça serait d'observer vos « je suis ». Vos « je suis », 3 petits points. Et puis à prendre un temps pour vérifier si vous êtes bien ça, si vous n'êtes que ça, si vous n'êtes pas un petit peu autre chose, ou bien plus que ça. Et je vous invite ainsi à ne pas laisser la parole ou la pensée créer une réalité qui n'est pas la vôtre, qui vous emprisonne dans un rôle, qui est fondée sur des croyances fausses, sur l'ignorance ou sur des connaissances largement incomplètes, et qui limite les rêves, les créations et les aspirations. Voilà. Et d'ici là, je vous invite, si vous en avez l'élan, à partager, à commenter cette vidéo, à cliquer un pouce, à vous abonner à la chaîne et à vous ouvrir à vous-même. Belle expérimentation à vous.